Alors, je ne quitterai pas le lieu sans avoir évoqué Mark Lewis, qui est un artiste usant du médium vidéo que j'apprécie beaucoup, qui, quelque temps après avoir représenté son pays, le Canada, à Venise, vous avez présenté sa pièce sur Mino Chao, qui est en haut, je crois me souvenir, hein, grande image. Je pense être venu un après-midi où les gens étaient assis et attendaient en observant. C'est une image qui, je trouve, une image mouvement qui cristallise beaucoup de vos approches sur l'humain, sur le lieu, sur le presque rien, sur la construction de l'image dans l'image, puisque ce qui est filmé est construit. Elle est très étrange, cette vidéo que vous avez montrée. Oui, alors si vous voulez, ce qui m'a intéressé moi dans Mark Lewis, alors il y avait deux motivations. Il y avait la première motivation, c'est que c'est un immense artiste qui représente effectivement la scène canadienne, donc plutôt du côté de Vancouver. Donc cette école de Vancouver qui a donné des artistes absolument majeurs de la scène contemporaine et qui est assez sous-estimée ou sous-montrée ou sous-représentée en France. Et c'était donc la première exposition de Mark Lewis en France. Donc ça, c'est important parce qu'il y a cet aspect du bal qui doit montrer évidemment ces immenses talents qui ne sont pas assez disponibles pour le public. Et puis, l'autre chose, c'est que ces petits films de Mark Lewis qui démontraient de nouveau, un petit peu comme dans le cas de Kate Berry, une attention extraordinaire à quelque chose qui se passe, qui paraît absolument inframince, absolument quelque chose presque d'évanescent qu'on ne voit pas, et qui tout d'un coup, non seulement est regardé, mais acquiert la portée d'une signification sur le monde comme il va ou comme il ne va pas. Et ça, vous parlez de cette œuvre-là, il y a une autre œuvre dans l'exposition qui est magnifique, où on voit simplement Mark Lewis sortait d'un hôtel à New York et il voit un sans-abri, simplement le matin, il est 6 heures du matin, il fait terriblement froid. Tout le monde, tous les gens qui passent autour de ce sans-abri ont des doudounes, ont des bonnets, des écharpes, etc. Et lui, très peu vêtu, replie et organise son espace, le range. Vous voyez, donc on comprend très bien que ce mètre carré qu'il occupe, c'est son espace, c'est son territoire, il l'a fait sien et il va le ranger. Et ça, dans l'indifférence totale, évidemment, des passants. Et on comprend, parce que la caméra de Mark Lewis fixe à la fois son geste et à la fois l'indifférence de la vie autour de lui, que sa psyché, ses gestes, son corps, ses sensations, totalement centrées sur sa survie, constituent un monde en soi. Et c'est ça qui est tellement beau, si vous voulez, c'est cette juxtaposition des mondes qui jamais ne parviennent à quelque part à se côtoyer activement et non pas dans l'indifférence. Et tout d'un coup, Mark Lewis révèle ça. Et c'est ça qui est au-delà des dispositifs qui finalement ont peu d'importance, n'ont pas de valeur en soi. Mais c'est quelque chose qui tout d'un coup va nous montrer une réalité qu'on ne soupçonnait pas et qui vont changer notre regard sur le monde. C'est-à-dire que moi, mon ambition, qui est beaucoup trop peut-être vaste, c'est que le spectateur, en sortant d'une exposition du bal, soit différent de son état psychique ou de sensibilité quand il a atteint le bal. C'est à la fois très ambitieux et à la fois, s'il n'y a pas cette ambition, pourquoi continuer à faire des expositions, puisque si vous voulez, on est dans un monde où il y a combien d'expositions par an, combien de musées font des expositions, combien de lieux accueillent la photographie, combien de festivals nous font découvrir des jeunes talents. Donc pourquoi un bal? Pourquoi le bal? Donc c'est ma réponse à cette question. Et j'aime quand vous évoquez l'inframince en parlant de Mark Lewis, et j'imagine surtout à travers de ces plans fixes, de
presque rien, mais où en effet, c'est là où on peut convoquer l'inframince de Duchamp. Alors, j'avais noté encore quantité d'artistes que j'aurais voulu évoquer, comme Djanan Al-Hani, que j'ai adoré ici, comme Tayo Honorato et Krebs, et quantité d'autres. Et j'imagine que vous pourriez, vous, avec votre mémoire, en convoquer encore plein, mais on a un temps qui est limité. Avant de vous poser la dernière question que nous qualifions ici, c'est la tradition de secrète mais bienveillante, je voudrais qu'on évoque la suite, puisque quand sera diffusé ce que nous tournons maintenant, l'exposition Miguel Rio Branco ne sera pas terminée, et j'espère bien que le public pourra revenir la voir très prochainement. Et après, évidemment, j'imagine que vous prévoyez vos expositions, ou 2 ou 3 en amont, en avance. Il y aura un artiste chinois, je crois. Alors oui, d'abord, je veux dire que le bal, au travers de l'hommage un peu que vous avez décidé de lui rendre en me questionnant, est quelque chose est une petite grande chose. Hein. Nous sommes aussi Saint-Passe de la Défense. Nous ne sommes pas un lieu public au sens où nous sommes l'émanation d'une volonté publique. Donc les murs appartiennent à la ville de Paris, et la ville de Paris a été le partenaire fondateur du lieu, et nous sommes sauvés en quelque sorte dans les circonstances actuelles par la bienveillance de la ville, de la région, de l'État, de nos partenaires publics, sans lesquels le bal n'existerait plus. Non, le bal n'a pas de réserve, n'a pas de assets, comme ils disent en anglais, pour continuer son action. Donc on est plus proche d'un centre d'art qui doit trouver chaque année le budget pour réaliser ce que nous vous montrons. Donc cette fragilité du bal, elle explique aussi peut-être sa capacité de résistance, quelque part. Et cette fragilité du bal, j'ai trouvé qu'elle était, puisque nous sommes exactement aux 10 ans du bal, hein, le bal a réalisé 30 expositions, autant de livres, des centaines de rencontres, de débats, de forums, de colloques, de projections. Donc, si vous voulez, l'important pour moi était de montrer un artiste emblématique de notre temps pour célébrer cette durée du bal et cette persistance du bal, malgré tout. Et cet artiste, c'est Wang Bing. Alors, Wang Bing, c'est un cinéaste chinois qui a une formation de photographe, qui voulait être photographe, puis s'est aperçu que photographe en Chine, c'était très difficile d'en vivre, de sa photographie, et donc il a décidé de devenir cinéaste, et tout seul, caméra à l'épaule, avec une petite Panasonic amateur qu'on lui a prêtée à la sortie de son école d'art, il va filmer pendant 2 ans le plus grand complexe sidérurgique chinois dans le nord-ouest de la Chine, qui est en train d'être abandonné, et finalement abandonné par les autorités et fermé. Et donc cet abandon, cette décrépitude des lieux, hein, il faut imaginer que ce complexe sidérurgique avait été construit, je crois, par les Japonais, et puis ensuite rénové après la guerre, au moment de la grande alliance russo-sino-russe, par les Soviétiques. Et donc c'est à peu près une centaine d'usines et à peu près 1 million d'ouvriers. Vous voyez, c'est quelque chose d'absolument gigantesque, c'est une ville. Et Wang Bing arrive au moment de son extinction. On éteint la lumière et voilà, les gens doivent partir, doivent aller ailleurs, faire autre chose. Et donc Wang Bing tout seul va pénétrer dans cet endroit sans aucune autorisation. Donc déjà, comment peut-on filmer dans cet endroit sans y être autorisé? Donc il y a toutes ces techniques d'approche et d'imprégnation et d'attention extrême à certains personnages qui vivent dans cet endroit et qui vont lui permettre d'accéder aux usines, d'accéder aux trains qui traversent l'usine, d'accéder aux familles qui sont expropriées. Vous voyez, il y a tout un ensemble de facettes qui vont expliquer la réalité historique de cet endroit. Et lui va déployer dans un film qui dure 9 heures, alors c'est 4 parties, donc cet extraordinaire moment de la fin de l'industrie sidérurgique en Chine, au profit évidemment des nouvelles technologies ou de l'industrie tertiaire pour laquelle la Chine va exploser sur la scène économique mondiale. Et donc, voilà, ce qui évidemment, de nouveau, ce qui est absolument incroyable, c'est que lui, tout seul, tout jeune, avec des moyens amateurs,
mais une vision extraordinairement pointue, sophistiquée, affûtée, va mener une enquête, et une enquête qui en plus, et c'est ça qui est extraordinaire, va mener à un nouveau langage cinématographique. Sa manière de suivre, caméra à l'épaule ou parfois au ventre, les personnages, parfois de dos, qui sortent d'un endroit, qui rentrent dans les vestiaires, qui vont dans les bains, qui vont dans les derniers moments d'activité industrielle. Voilà, il les suit comme s'ils devenaient leur ombre, un peu comme si vous imaginiez Beckett qui filme un de ses personnages, mais qui le suit de dos, comme s'il devenait voilà, dans ses traces, dans ses pas. Et ça donne quelque chose d'absolument extraordinaire aussi en termes de langage. Il va sculpter dans la réalité, en plus avec, non pas la photographie arrête les choses, mais là vous imaginez qu'il filme une réalité mouvante, aléatoire. Il ne sait pas que le personnage A va aller là, va parler au personnage B, que le personnage B va sortir, va rentrer. Et tout ça est fait dans un cadre et avec une fluidité absolument exceptionnelle, comme s'il avait la prémonition des mouvements des corps, de l'espace. C'est quelque chose d'absolument vertigineux. Et il est très peu connu en France parce qu'il a reçu énormément de prix. Maintenant, il a réalisé en 20 ans 20 films. Alors, de nouveau, comment fait-il dans une production de misère, sans moyens véritables pour élaborer ses films, pour les tourner, pour les monter, les diffuser. Donc, comment fait-il dans cette économie quasi clandestine pour réaliser film après film cette vision de la Chine contemporaine, de l'autre Chine qui n'est pas celle du miracle économique, et ajouter des pierres comme ça à cet édifice incroyable. Voilà, on va essayer de répondre à cette question, on va aussi essayer de montrer à quel point, de nouveau, se concentrer, exorbiter la réalité, c'est-à-dire se concentrer sur un personnage. Alors il va filmer, par exemple, dans un petit asile psychiatrique, dans une petite ville de province en Chine. Qui sont là? Qui sont ces personnages? Ont-ils été enfermés parce qu'ils étaient fous ou ont-ils été enfermés pour d'autres raisons? Et pourquoi? Et comment? Et comment le vivent-ils? Alors, on est loin d'un documentaire classique parce qu'il n'y a pas de voix off qui explique. Hein, on n'est pas dans quelque chose d'explicatif, de didactique. On est dans une sorte de saisie brute de la réalité, mais la réalité exorbitée. La réalité vue au travers d'un, vous voyez, comme une loupe, et qui, tout d'un coup, parce qu'il suit les gestes des personnages, les discussions entre eux, les discussions avec ils interpellent les docteurs de l'asile, va nous faire comprendre leur réalité, et donc, quelque part, nous rendre, j'allais dire complices, mais ce n'est pas exactement le terme, nous rendre solidaires de ce qu'il se passe. On ne peut pas ne pas voir, puisque nous sommes avec eux à ce moment-là, dans cette réalité-là. Et c'est beaucoup plus efficace, quelque part, que quelqu'un qui va essayer de vous démontrer la réalité des asiles psychiatriques en Chine. Vous voyez, là, on est dans quelque chose d'immédiat. Vous parliez d'immédiateté tout à l'heure. Quelque chose d'immédiat et quelque chose qui nous saisit parce que tout d'un coup, on est transplanté, imaginez, dans la coursive. L'hôpital psychiatrique est un carré, et donc il y a une coursive grillagée qui empêche évidemment à la fois les patients de se suicider et de s'échapper. Et donc voilà, quelle est la vie autour de cette coursive dans cet asile? Donc, alors, il ne va pas se contenter de sujets aussi sombres, bien sûr, de réalités aussi difficile, voire désespéré, mais il va aussi travailler dans les ateliers textiles de Shanghai, montrer comment ces migrants de l'intérieur vont quelque part remplir d'une main-d'œuvre à chaque fois, renouveler ces ateliers textiles. Ils travaillent pendant 15 heures, 20 heures d'affilée pour produire nos jeans, nos t-shirts. Voilà. Et qui sont-ils et qu'est-ce que ça représente exactement? On le sait tous, cette réalité, on la connaît tous. Mais est-ce qu'on l'a véritablement ressentie? Et là, Wang Bing nous permet d'atteindre ça. Et à chaque fois, en inventant de nouveaux langages. Donc oui, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire de renouveler cette appréhension du monde parce qu'elle est beaucoup parasitée. Hein. L'image, alors qu'avant était plutôt un outil de révélation de l'art ou révélation du monde, est aujourd'hui devenue presque à part égale, si ce n'est plus, une image de brouillage, une image de conditionnement, une image de formatage, une image aussi d'auto-promotion et souvent d'auto-piège. Donc,
Oui, c'est toutes ces questions aussi que le bal soulève. Il n'y a pas que la révélation d'artistes, il y a aussi le rôle intrinsèquement politique de l'image, d'une image de publicité dans la rue, d'une image prise sur votre téléphone portable, d'une image d'un homme politique. On vient de traverser les élections américaines. C'est absolument fascinant de voir l'usage de l'image par Trump durant toute sa campagne. Donc, le bal est à l'intersection de tous ces sujets-là et veut le faire de manière assez exigeante, assez précise et assez investie. Et je pense que c'est ça qui fait la singularité de ce lieu. Alors j'ai une dernière question où vous pouvez regarder les caméras qui sont en face de oui. vous. Notre public, c'est le MOOC étant ouvert à toutes et tous, tout le temps, gratuitement. On ne sait pas exactement qui nous suit, mais on peut imaginer que les gens qui vont vous regarder, qui vous regardent maintenant, je me projette dans le futur, s'intéressent à la photographie, possiblement se projettent, peut-être même des jeunes commissaires indépendants. Si vous aviez aujourd'hui, fort de votre expertise sur les domaines que vous avez évoqués, de votre expérience, si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui, peut-être à une jeune commissaire, un jeune commissaire par exemple, vous avez fait aussi du commissariat indépendant avant d'être ici et d'être à la fois commissaire et en même temps d'organiser avec bienveillance. Si vous aviez un conseil à donner à ces gens qui voudraient, ces gens qui sont peut-être à l'université par exemple, à Paris 1, Paris 8 ou ailleurs, ou au Fresnois, Wang Bing est passé par le Fresnois aussi, si à ces jeunes vous aviez peut-être, ou à ces gens même qui veulent changer, ça arrive comme vous l'avez fait finalement, vous n'avez pas changé de métier, mais disons que vous avez quand même un petit peu réorienté, si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui, un avis, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais cultiver, développer et honorer la part de soi qui est irréductible. Eh bien moi je vous dis un grand merci Diane Dufour, merci beaucoup dans le bal. Merci beaucoup.